Merci de nous faire confiance. Bienvenue à votre rendez-vous de chaque week-end. Nous allons parler de ce qui arrive dans le monde. La mutation est incontournable. L'ordre mondial est donc en train d'être bousculé. Le BRICS, vous les avez suivis, en Afrique du Sud, un sommet qui fait parler de lui dans le monde, avec l'adhésion de quelques autres pays, dont l'Égypte, l'Iran, qui y ont donc décidé de joindre cette nouvelle force, qui a aussi, vous le savez, une force financière importante. Ça sera donc le contrepoids des institutions de Bretton Woods. Entre-temps, l'Afrique, quelle stratégie? Est-ce une sorte de vassalisation? Cette fois-ci, après l'Occident, ce sera donc ces forces ou ces puissances émergentes. Nous nous interrogeons à haute voix autour de cette table. Bongunda Apuyu, politologue et chercheur, et puis Freddy Mulumba Kabouayi, politologue et journaliste, et avec déjà des ambitions dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, et puis Bruno Keimoa, professeur et expert en relations internationales, Norbert Yamba Yamba, panafricaniste. Nous l'attendons, jusque-là, aucun signe de vie. On ouvre le partage. D'abord, Freddy Mulumba, nous avons appris que vous vous êtes décidé enfin de vous jeter à l'eau, pas pour faire traverser les gens comme maître nageur, mais pour défendre la patrie autrement. Oui, les plateaux, ça va rester, mais au-delà du plateau, cette fois-ci peut-être à la tribune du Parlement. Est-ce que c'est vrai ou ce sont des rumeurs des réseaux sociaux? Non, je voudrais dire à ceux qui nous suivent que je voudrais entrer en politique par la grande porte. Ça signifie qu'il faut passer par les élections. Donc on a pensé qu'on a beaucoup fait de la théorie. Il faut maintenant passer à la pratique, à l'action. Donc cela n'empêche pas qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Donc je suis... Est-ce que les partis politiques, leur idéologie et règlement politique ne vont pas vous lier les mains parce qu'il faudra suivre le mot d'ordre de l'autorité morale et du groupement politique, ou bien vous allez faire, comment on appelle, un rebelle, un révolutionnaire au sein de la formation politique ou du règlement politique? Non, je pense que quand on entre en politique, ce n'est pas pour manger. On entre en politique, mais on fait la politique réellement pour laisser un nom dans l'histoire. Et pour laisser les noms dans l'histoire... On peut laisser les noms dans l'histoire, il faut, en bien tout comme en mal. Je dis qu'il faut être du côté du peuple. Donc moi, j'ai fait le choix d'être du côté du peuple et non du côté de ceux qui pillent ces pays, qui tuent notre peuple. Donc je n'entre pas en politique pour se faire de l'argent. Très bien. Alors, vous avez suivi le sommet de l'Afrique du Sud. Il est vrai que l'ordre mondial est bousculé. Il y aura chambardement, ou on est en train de vivre déjà un chambardement. Même Daniel, lorsque vous le lisez, Daniel 7.7, il y a des choses qui commencent... Ça, c'est la Bible. Vous suivez l'actualité, les choses commencent à se concrétiser. Oui, dans la Bible, le temps du lion est passé, est en train de passer. C'est le temps de l'ours. Avant, le temps du léopard qui va renaître de ses cendres ou qui va faire son entrée dans l'histoire. Pour la deuxième fois, Freddy Mulumba, l'Afrique, encore un enfant de cœur. Oui, il faut dire que ce qui s'est passé en Afrique du Sud marque la fin d'une époque. Donc c'est d'abord la fin du pétrodollar. Pour acheter le pétrole,
il fallait passer, il faut utiliser le dollar. Et c'est à partir des accords entre l'Arabie Saoudite et l'Amérique qu'on avait décidé que toutes les matières premières doivent être achetées en dollars. Mais maintenant que l'Arabie Saoudite entre dans BRICS, ça remet tout en cause. Mais ce n'est pas la fin du dollar. Il sera toujours comme une monnaie de réserve. Deuxième élément, on assiste à la fin de l'hégémonie occidentale. C'est fini. Les temps des aventures de Tintin au Congo. Donc on tend vers un monde multipolaire. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mais il faut voir à travers, à travers les BRICS qu'il y a un leader. C'est la Chine, qui a la puissance militaire et la puissance économique. Et pour preuve, vous avez vu, après BRICS, la Chine a reçu beaucoup de chefs d'État africains. Donc il y a un petit sommet, un sommet entre Chine et Afrique. C'était Xi Jinping qui parlait aux autres. Il a proposé quand même beaucoup d'argent pour le développement de l'Afrique. Mais en face des BRICS, vous avez les G7, donc les puissances économiques un peu occidentales, qui a aussi un leader, c'est l'Amérique. Donc l'Amérique et la Chine, à travers BRICS, à travers G7, s'affrontent en Afrique aujourd'hui. C'est ça la lecture qu'il faut faire. Donc, la Chine va utiliser beaucoup de BRICS pour être présent. Et vous allez voir, il y a beaucoup de pays africains qui ont demandé d'adhérer. Mais il y a seulement l'Égypte avec l'Éthiopie ont été acceptés. Justement, est-ce que, au-delà de la diversification des partenaires, comme aujourd'hui, on sent que l'Égypte, qui est le partenaire traditionnel des États-Unis, est en train de lorgner aussi ce qui se passe chez les puissances émergentes. Diversification des partenaires. Mais au-delà, est-ce que l'Afrique doit être toujours comme cet enfant de cœur? C'est le moment de... avant la prédication, la chorale doit chanter. Oui. Et puis, oui, ils viennent se battre ici pour puiser nos matières premières, des coups d'État, des guerres. Oui. Vous voyez comment le Burkina Faso est en train de faire face aux terroristes. Avec vous sentez qu'il y a la main de la Russie dedans. Alors, finalement, Wagner, vous voyez que son patron, comment on l'a fait bouffer, je ne sais pas, je ne connais pas celui qui l'a bouffé. Alors, je me limite là. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller de chez Saint-Paul, Saint-Pierre pour aller chez Saint-Paul? Je pense que le président sud-africain a été très clair. Il a parlé des Bandung. Donc, c'était des pays non alignés qui se sont formés en 1955. Maintenant, ça se passe en Afrique du Sud. Mais tout dépend maintenant des attitudes des hommes politiques, des hommes d'État africains. Les Africains, pour la plupart, se comportent comme des enfants. Donc, le moment est arrivé que nos chefs d'État s'assument. Et pour s'assumer aussi, il faut qu'il y ait des États. Or, quand on regarde la plupart des pays africains, surtout l'Afrique noire, il n'y a plus d'État. Les États sont effondrés. Donc, c'est le moment de construire de nouveaux États pour faire face à ces mutations. Donc, si on se met pas... de nouveaux États en Afrique, apparemment, vous êtes séduit par les aventures de l'Afrique de l'Ouest avec des coups d'État par des capitaines colonels. Non, c'est une erreur d'analyse. Peut-être on pourra parler un autre jour sur ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Les militaires n'ont jamais apporté solution au problème de développement d'un pays. Il y a quand même, ce ne sont pas les premiers coups d'État. Après des indépendances, il y a eu toute une série de coups d'État. Ça donnait quoi? Des dictatures. On est tous pauvres. Donc il ne faut pas penser que ce que les militaires font actuellement, ça va donner un plus. Mais c'est le moment où les Africains eux-mêmes doivent se remettre en cause, s'interroger, lire l'histoire et tirer les leçons de l'histoire par rapport à ces mutations. Donc ça demande, ça exige d'abord une élite de qualité au niveau politique, au niveau intellectuel, parce que maintenant, il faut construire de nouveaux paradigmes. Pour le moment, les discours que nous tenons, c'est le discours de l'Occident. La Chine amène son discours, donc c'est paradigme. Nous risquons de copier encore la Chine, et puis on se perd. Donc c'est aux Africains de passer le temps et que les hommes politiques écoutent les hommes de science. Quand je dis hommes de science, donc les hommes de science africains
et Congolais en particulier. Quand on écoute les étrangers, et là, il faut vous mettre en tête, nous resterons dominés et par BRICS et par G7. Voilà. Donc, il faut savoir tracer une nouvelle voie pour l'Afrique et pour nous tous. Apui Bongunda, Freddy Mulumba parle d'une élite de qualité, une élite politique, scientifique et dans d'autres domaines de la vie pour pouvoir réfléchir ce que nous devons être. Sinon, ce sera catastrophique. Il parle aussi de la construction des États parce que la plupart des pays africains se sont effondrés en termes d'État. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Lumbala, pour la parole. D'emblée, j'aimerais peut-être faire une mise au point. D'entrée de jeu, je salue la candidature de Monsieur Freddy. Vous savez, lorsque vous lisez Platon, il vous parle de la sophocratie, c'est-à-dire un système politique où le sage est roi, c'est-à-dire le détenteur de la connaissance et dirige. Ces pays, comme l'Afrique, sombrent dans ces désordres ou dans ces chaos, simplement parce qu'on a laissé la gestion du pays, dans une certaine mesure, à des gens qui ne disposent pas des prérequis nécessaires. Ils décident comme ils veulent, sans tenir compte des pesanteurs sociopolitiques, et la conséquence est que nous sommes là où nous sommes. Et donc, si certains intellectuels estiment qu'ils peuvent, dans la foulée, se lancer dans le processus pour essayer d'imposer la logique de la science, on ne peut que saluer. J'ai pris les bons dieux pour que le peuple puisse comprendre l'opportunité qu'il a pour voter à votre faveur. Voilà, mais ce n'est pas une campagne ici. Là. Je vous en prie. Sachez que beaucoup d'intellectuels et d'instruits qui sont allés au Parlement... Alors, pour répondre à votre question... Ils nous ont donné un feedback que vous connaissez. Bon, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Ouais. Voilà. Certains feront la différence. Je parle de M. Mulumba parce que je le connais personnellement. Je pense que c'est quelqu'un qui fera... Enfin, ce n'est pas encore le temps de la campagne. Je rentre sur le sujet. D'emblée, vous allez aussi me permettre, coup d'État et révolution. M. Freddy vous parle de la construction des États. Et vous aviez renvoyé la question en termes illustratifs par rapport à ce qui se passe à l'Afrique de l'Ouest. Je ne suis pas favorable au coup d'État, personnellement, parce que le coup d'État, c'est le mode de militarisation du monde d'accès au pouvoir. Ce n'est pas intéressant. Mais je tiens également à préciser que l'instauration d'un nouvel ordre politique et économique ne passe pas forcément par les processus électoraux. En fait, on doit cesser avec cette façon de voir les choses de la manière occidentale, où on vous dit que forcément, pour avoir un pouvoir politique efficient, il faut passer par les élections. Non, ce n'est pas une évidence en sciences politiques. On peut avoir une révolution par les élections, on peut avoir une alternative par le coup d'État. Le tout dépend, n'est-ce pas, de la volonté politique des animateurs. Et lorsque vous voyez ce qui se passe à l'Afrique de l'Ouest, vous allez convenir avec moi que ce sont des dignes fils d'Afrique, n'est-ce pas, qui, à un certain moment, vu ce que l'Afrique est en train de subir, ont décidé de prendre les choses à bras le corps. Contrairement à cette approche, s'agissant de notre pays, je ne suis pas favorable à cette approche. Par rapport à notre pays, j'estime qu'il faut respecter le processus électoral, n'est-ce pas, et favoriser la pacification du monde d'accès au pouvoir. Maintenant, la confrontation entre BRICS et l'Occident. Parce qu'en fait, quand on parle BRICS-Occident, c'est une confrontation. Il y a un ordre international qui régit le monde, à la suite de l'effondrement de l'URSS. Le monde est redevenu unipolaire, avec le libéralisme patronné par les États-Unis d'Amérique, bref, l'Occident. Et depuis un certain temps, il y a eu certaines puissances émergentes qui ont estimé qu'ils peuvent aussi contribuer dans ces nouveaux processus d'imposer leur dictat sur la scène internationale. Nous parlons de la Chine, nous parlons de la Russie, nous parlons de l'Inde, nous parlons de l'Afrique du Sud, et nous parlons du cinquième pays, c'est le Brésil. Donc, initialement, ce sont les 5 pays. Mais moi, j'aimerais ici réfléchir comme Congolais, pas d'abord comme Africain. Parce qu'en fait, nous, Congolais, quand nous parlons des sujets qui touchent l'Afrique, c'est que nous devons comprendre d'emblée, c'est que l'Afrique repose fondamentalement sur le Congo, parce que nous sommes la locomotive. Et donc, quand nous analysons les questions africaines, nous ne pouvons pas nous permettre de réfléchir comme tous les Africains. C'est une faiblesse de notre part. Nous devons réfléchir comme la locomotive d'Afrique, c'est-à-dire pays solution capable d'imposer le nouvel ordre africain. Justement, dans cette thématique,
on dit souvent chacun chante pour sa chapelle. Ouais. Nous allons beaucoup nous focaliser ou faire le focus sur le Congo, c'est très important. Et vous savez, beaucoup des dirigeants africains, des pays qui nous entourent, et même un peu lointains, personne, mais alors personne, ne veut un Congo fort, stable et puissant, avec un leadership exemplaire. Sinon, c'est leur souci, ils aiment un Congo faible où ils viennent par moments intervenir comme des donneurs de leçons ou envoyer leurs petites armées. Et voilà, je ferme la parenthèse. Oui, et là c'est de la bonne guerre. Si le Congo est en mesure de construire un système fort, le pays limitrophe, pour ne pas dire la sous-région et la région, vont subir, n'est-ce pas, cette capacité d'imposition de ces nouveaux ordres. Et donc, ils n'ont pas intérêt à ce que nous soyons forts. Et c'est de la bonne guerre. On ne peut pas se plaindre de la mauvaise volonté des autres. Il n'y a qu'un homme faible qui a besoin de l'amour de l'autre pour construire une puissance. Quand on veut construire une puissance, la première des choses à comprendre, c'est qu'on s'en fout de la haine des autres. Tout ce qui nous importe, c'est la capacité de nous imposer. Maintenant, quand nous parlons de cette confrontation Occident-BRICS, que gagne l'Afrique? Parce qu'en fait, c'est en réalité une guerre de positionnement, une guerre de civilisation. N'est-ce pas? Ce sont les États civilisationnels qui essayent d'imposer leur ordre sur le plan international. C'est ainsi qu'on parle d'un monde multipolaire. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que nous, Africains, principalement Congolais, comme pays, sommes à mesure d'apporter en termes de contribution dans ces nouvel ordre mondial qui veut s'instaurer? Ça, c'est la question pertinente. Malheureusement, lorsque vous suivez les discours de nos dirigeants africains, nous partons, n'est-ce pas, ou nous contemplons, n'est-ce pas, le BRICS comme quelque chose que nous allons subir plutôt que nous allons imposer. Parce que quand nous parlons de l'Afrique, il y a deux pays africains qui viennent de rejoindre ces blocs. On parle de l'Éthiopie, on parle de l'Afrique du Sud. Enfin, on parle de l'Égypte. Ils sont au total maintenant trois. Parce que l'Afrique du Sud était là. Justement. Voilà. Mais vous dites malheureusement, Dalir, lorsqu'on dit qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce qu'on va y apporter, vous dites c'est une mauvaise question, un mauvais questionnement. Pas un mauvais questionnement, mais je parle en termes d'appréhension. Je vous donne un exemple. On a connu un digne fils d'Afrique, Muammar Kadhafi. Lorsque vous lisez Kadhafi, Kadhafi vous dit par exemple que l'Afrique doit avoir sa propre institution financière. C'est-à-dire l'Afrique doit avoir une institution capable de financer son développement en lieu et place de la Banque africaine de développement, qui du reste est financée, n'est-ce pas, à plus de la moitié par la Banque mondiale. Par la Banque mondiale. Kadhafi vous dit ça. Kadhafi vous dit on doit avoir la capacité d'avoir une monnaie, n'est-ce pas, propre à nous. Kadhafi vous dit, il va plus loin, que nous devons avoir notre propre satellite. En fait, quand on parle de la liquidation de Kadhafi, on a tendance de brader ça sous une autre angle. Mais lorsque vous analysez fondamentalement, vous comprendrez que Kadhafi représentait une menace en termes de projection d'une Afrique. Voyez-vous? Et moi, j'aimerais que si nous devons discuter de BRICS, parce que nous sommes un continent indispensable, le Congo, en tout cas, c'est hallucinant, n'est-ce pas? Qu'on puisse parler des membres qui doivent adhérer et qu'on ne parle pas du Congo. Pourtant, nous savons que ce soit l'Égypte, enfin, je ne suis pas dans une approche de minimiser, mais je suis dans une approche de fait, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Éthiopie, n'est-ce pas? En termes de potentialité énergétique, il n'y a aucun État qui égale le Congo, moins encore sur la dimension même géostratégique, n'est-ce pas? De par notre position. Mais nous sommes allés, n'est-ce pas? Pas comme pays, n'est-ce pas? Indispensable, nous sommes allés comme pays qui participe aux assises et d'autres pays adhèrent. La plus grande question que nous devons commencer à nous poser maintenant. C'est une erreur stratégique de ne pas nous engager dans ce nouvel ordre mondial. Mais c'est une erreur plus que stratégique. C'est là où apparemment, je vous fais comprendre, monsieur. Pendant que le sommet de BRICS se déroulait en Afrique du Sud, les congressmen américains sont arrivés à Kinshasa avec un discours mielleux, séducteur, voilà, renforcer les relations stratégiques entre Washington et Kinshasa. Je comprends qu'ils sont envoyés. Alors, est-ce que nous ne sommes pas dans une erreur, nous ne commettons pas une erreur stratégique de ne pas prendre position et nous engager pratiquement dans cette dynamique qui est en train de changer sur le terrain? L'Afrique, précisément le Congo,
a l'obligation de comprendre que le respect, ça ne se réclame pas, ça s'impose. Et vous méritez le respect de l'autre lorsque vous arrivez à communiquer l'idéal des grandeurs. Le Congo a commis une grosse erreur, n'est-ce pas, de ne pas déclencher le mécanisme d'adhésion. En fait, on se contente d'aller participer, de prendre acte à l'adhésion des autres, n'est-ce pas, et nous revenons. Mais finalement, c'est nous qui sommes le pays locomotive d'Afrique. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous ne gagnons rien. C'est une erreur monumentale. Bruno Kayimoa, vous avez la parole. Est-ce que c'est une erreur stratégique? Vous comprenez que l'Afrique du Sud est déjà emballée, l'Égypte et l'Éthiopie. Vous connaissez quand même la position de ces pays sur le plan international, sur le plan de la diplomatie. Alors, est-ce que nous n'avons pas trop peur pour rien? Oui, Fabien, je crois que dans une des émissions, on avait déjà abordé cette question et ma position était claire. Je disais que c'est une erreur grave pour la République démocratique du Congo de continuer à s'accrocher à une puissance moribonde. Les États-Unis sont en train de disparaître sur la scène internationale. Avant d'aborder la profondeur de la question qui nous intéresse, laissez-moi vous dire qu'au moment où se tenait le sommet des BRICS en Afrique du Sud, le président américain avait annoncé les réformes au niveau du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part qu'il est conscient que c'est à cause du mauvais fonctionnement de ces systèmes que les autres pays sont partis s'aligner derrière les BRICS. Mais il y a encore d'autres réformes. Mon église, l'église catholique, au mois d'octobre, elle va se réunir au Vatican. Peut-être que les gens ne prennent pas la hauteur des réformes que le pape actuel veut injecter. Or, l'église catholique, c'est quoi? C'est l'instrument de travail, l'instrument de domination de l'Occident. Et donc, il y a d'autres réformes qui vont se faire de l'autre côté parce que les Occidentaux sont en train de comprendre qu'ils sont en train de perdre le contrôle de ce monde. Et alors, ils veulent à la fois réformer d'abord la dimension économique, le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Biden a annoncé qu'il va éjecter, les États-Unis vont éjecter 50 milliards de dollars. Il a demandé aux autres, les Européens, de mobiliser pour qu'on atteigne 120 milliards. Et au niveau de l'Église catholique, une course pour ayant appris que le matelas financier de la banque de BRICS, c'est au-delà des 5 milliards. Une opération de séduction, toutes ces réformes, au niveau financier, et puis au niveau, c'est pas ce que le Vatican va décider. Au niveau du Vatican, on veut ramener le pouvoir au niveau de la population. Donc, ça ne serait plus, selon déjà les documents de travail qui a été mis sur table, les chrétiens ne seront plus obligés à dire amen aux décisions qui viennent de la hiérarchie catholique. Donc les décisions vont. Donc c'est une opération de séduction. Au fait, il n'y a rien dedans. C'est une façon de changer la forme. Bien. J'ai commencé par là pour dire que le monde est en train de bouger. Quand le monde bouge, il faut que nous soyons en mesure de nous mettre à la hauteur. Quand vous voyez les BRICS, il n'y a aucun pays qui est arrivé là par hasard. Le Brésil, c'est après des grandes réformes et un grand travail qui a été fait à l'interne. Et parmi les travaux qui ont été faits à l'interne, il y a le travail que les théologiens de libération ont fait. Et donc, les tenants du pouvoir politique et les tenants du pouvoir religieux, donc les catholiques, ont travaillé ensemble pour réformer à fond la société brésilienne. C'est comme qui dirait ici, le cardinal Ambongo et le président de la République, Félix Antoine, se mettent d'accord et ils disent on va donner une direction au monde sans qu'on puisse tenir compte de la pression qui viendrait de l'extérieur. On ne peut pas comprendre le Brésil d'aujourd'hui si on ne comprend pas ça. La Russie, c'est ce pays qui a été humilié après la chute du mur de Berlin. Et le président actuel, c'est celui qui a travaillé pendant les 20 dernières années pour ramener la Russie là où... l'URSS, la débâcle de l'URSS. Oui, et l'Inde. L'Inde, c'était les pays pauvres où Mère Teresa de Calcutta était en train de distribuer à manger aux pauvres. Le président... Et vous venez de là, vous êtes habillé vraiment, vous êtes en tenue indienne. Vous venez de là, je signale que vous avez été là dans le cadre de recherche. Vous faites un clin d'œil à tous les Indiens qui sont de l'autre côté, ceux qui sont au pays. Oui, revenons à nos moutons. Oui, le Premier ministre actuel
une personne qui est arrivée là sur base de compromis politiques de haute facture. Et donc, l'élite indienne s'était décidée de mettre une personne qui allait être à la disposition de la société indienne pour penser à fond sur la vie de l'Inde. Et donc, le premier ministre indien est presque, si je peux le dire, entre guillemets, célibataire. Il consacre tout son temps pour l'Inde. Quand j'étais en train de suivre les Indiens, quand ils nous expliquaient ça, la nécessité de se disponibiliser son intelligence, disponibiliser ses énergies, j'étais en train de penser à un débat que j'avais par rapport à nos présidents. Permettez d'ouvrir la parenthèse, je vais fermer rapidement. Nous avons connu 5 présidents. Presque tous nos présidents, excepté Kasavubu, étaient des polygames. Et donc, quand vous êtes polygame, vous vous embrouillez trop dans les femmes, vous n'avez pas parfois trop de temps à penser sur la nation. Voilà des pays qui, ils mettent une condition, ils disent on a besoin d'une personne qui va prendre tout son temps pour réfléchir sur les questions essentielles du pays. La Chine, c'est ce pays qui, quand Hu Jintao était là, les Américains étaient de corrompre les intellectuels chinois. Mais Hu Jintao, avant de partir, il a donné à Xi Jinping la mission de dire il faut nettoyer le système, il faut mettre en place un nouveau système qui va nous mettre à la hauteur de la situation. Et Xi Jinping, en partant, quand il va partir de la Chine, ça va être une mission accomplie. En 2000, ils avaient lancé un programme pour dire pendant les 25 années à venir, la Chine n'allait pas entrer en guerre, il fallait travailler pour renforcer l'économie. Aujourd'hui, si les Chinois entrent en 2025 en guerre, ça ne sera pas pour blaguer, ça sera pour remporter. L'Afrique du Sud, nous connaissons la Cyril Ramaphosa et les combats qu'ils avaient menés. Et donc, sur la scène internationale... L'Iran, vous avez oublié l'Iran et l'Égypte qui viennent... Les autres qui sont en train de venir, l'Iran, c'est un pays qui s'était bâti. Laissez-moi d'abord dire qu'il y a 6 pays qui sont entrés. Stratégiquement, ils ont dû choisir 4 pays du monde arabe parce que c'est un monde qui a été humilié par les États-Unis d'Amérique, où on a traité le monde arabo-musulman comme des terroristes. Mais ils sont en train de se venger. Il y a les Iraniens les Sahraouis qui sont en train qui se sont réconciliés. Il y a l'Égypte qui était, c'est pas moi, les fils bien-aimés des États-Unis. Il y a l'Émirat arabe uni. Donc, on comprend que les mondes arabes qui étaient presque oubliés, marginalisés, humiliés par les puissances occidentales, sont facilement tombés entre les mains des autres. Et l'Éthiopie n'est pas arrivée là par hasard, Fabien. Voyez le Premier ministre, on lui avait piégé en lui donnant le prix Nobel de la paix, mais quand on a voulu diviser son pays, il a pris le prix Nobel, il a jeté ça dans le panier et il s'est mis au devant de la scène. Et donc, il a été récompensé par les BRICS pour dire c'est un garçon qui se bat bien et donc l'Éthiopie peut rejoindre ce rang-là. On n'a pas fait de cadeaux à un pays parce que on a voulu remercier l'une ou l'autre. Donc c'est une question de savoir s'organiser. Si nous sachions nous organiser, nous allons nous Kinshasa a envoyé le Premier ministre, chef du gouvernement. Voilà, vous avez vu que il était là, voilà, il était là, il a participé, c'était fini. Est-ce que nous devons être toujours parmi ceux qui prennent, par moment, des décisions en retard? Nous devons réfléchir. Ou bien nous sommes en train de réfléchir, parce que c'est pas, il ne faut pas aller aussi embrasser ces nouvelles puissances émergentes, les embrasser, parce que ce ne sont pas des anges quand même. Hein. Ce n'est pas question de les embrasser, c'est question de savoir sur base de ce qui se passe dans le monde, savoir d'abord organiser notre situation à l'interne. Savoir l'organiser à l'interne pour donc prendre ces pays comme des modèles. Quand on prend les 5 pays, voir comment ces pays se sont comportés pendant les 30 dernières années, en tout cas, on peut se dire que ces pays-là, ces blocs-là peuvent nous inspirer pour que nous sachions que l'impossible n'est pas de ce monde. Quand un peuple s'organise, quand un peuple décide de mettre du sérieux dans son travail, il peut facilement changer sa société. Et ce peuple doit avoir à sa tête une élite visionnaire, une élite pas de jouissance, une élite pas prête à être corrompue, une élite qui sait se sacrifier pour pouvoir faire changer les choses. Freddy Mulumba, lorsque vous voyez l'Occident est impliqué, selon beaucoup d'analystes et d'observateurs, dans l'avènement de beaucoup de groupes terroristes dans le monde. Regardez comment le Burkina a commencé à frapper les terroristes.
avec quel armement? Regardez l'approche de Moscou y est. Alors, lorsque nous restons toujours attentistes avec nos partenaires stratégiques occidentaux, non, il ne faut pas bouger parce que Paris, Bruxelles, Washington vont et puis, comment on appelle? L'Angleterre, c'est quoi encore? Londres. Ils vont tousser. Est-ce que ce n'est pas de la peur? Oui. Moi, je dirais qu'on entre dans une deuxième lutte pour l'indépendance. Aujourd'hui, nous, Congolais, nous devons faire par tous les moyens pour récupérer toutes nos richesses et que notre peuple en profite. On vient de parler des élites, la classe politique qui doit gérer correctement l'État. Mais si vous voyez de plus près, en voyant aussi l'histoire, à travers BRICS, à travers G7, donc on peut parler la Chine et l'Amérique. Vous oubliez la Russie. La Russie n'a pas d'intérêt économique sur le continent africain, même si au Congo. La Russie vend des armes, beaucoup plus. Mais c'est la Chine qui est notre premier partenaire économique, même pour toute l'Afrique. L'Amérique n'investit pas en Afrique. Ce qui est frappant, dans le cas du Congo, vous voyez très bien, les Américains disent qu'il ne faut pas être avec les Chinois. Mais curieusement, les Américains sont avec les Rwandais et tous ces bandits qui tuent les Congolais, qui pillent les Congolais. Bilan, 10 millions de Congolais tués. L'Amérique préfère être avec les Rwandais contre nous. La Chine, qui vient chez nous après l'indépendance, a construit. Vous avez les stades, en train de construire un grand palais culturel, vous avez beaucoup de bâtiments. Mais posez la question à nos amis occidentaux, mais en général, ou bien américains, où sont les investissements américains? On montre un bâtiment, même pas une route que l'Amérique, tout comme l'Europe, ont construit. Rien. Mais par contre, quand on prend notre cas, avec la guerre de l'AFDEL, c'était l'Amérique qui a financé cette guerre, avec les clans de Clinton. Aujourd'hui, l'Amérique, quand on regarde de plus près, rien n'est investi. Mais curieusement, elle demande aux Congolais de ne pas travailler avec les Chinois. C'est ça le paradoxe. Ça signifie qu'en Amérique, on n'a pas encore compris que le monde a changé. Aucune injonction à Kagame de retirer son armée. Ils ne peuvent pas, ni même laisser le financement de son armée et tout et tout. C'est la raison pour laquelle tout le monde prend ce régime criminel pour un modèle de leadership. Même des pasteurs vont là-bas chanter, voilà un modèle à suivre selon Dieu. Voilà. Ça, en fait, le système, nos affaires avec le monde occidental, c'est pour nous recoloniser, nous piller. Donc le moment est arrivé qu'on puisse revoir tout. Mais il faudrait que ça vienne de nous. Il faut que nous revendiquons. Mais curieusement, on ne revendique même pas. Donc, l'Occident, l'Amérique, préfère venir faire des affaires, gagner l'argent sur le dos des Africains. La Chine, ce n'est pas un enfant de cœur. Il gagne l'argent. Il nous laisse au moins en vie. J'ai dit, la différence entre l'Occident et la Chine, c'est quoi? Les Chinois, tout comme les Occidentaux, nous pillent. On fait des affaires. Mais les Chinois ne tuent pas. Ils volent. Mais nos amis occidentaux... Ils maltraitent les Congolais en foulant au pied la législation sociale. La différence, c'est quoi? Ils tapent même sur les Congolais dans des mines, dans des forêts, dans des champs. Mais les Occidentaux, non seulement ils nous pillent, ils nous tuent. Il faut faire la part des choses. Il faut savoir où mettre la tête. Le cas, c'est le cas de la guerre à l'Est. Vous trouvez normal, les Américains qui se disent nos amis, financent le Rwanda, l'Ouganda, pour nous tuer, et pour venir nous dire non, ne travaillez pas avec la Chine. Donc, c'est à nous maintenant d'engager un débat d'abord public entre Congolais et de définir nos intérêts. Si l'Amérique veut travailler avec nous, il n'a qu'à faire par tous les moyens pour respecter nos intérêts. Si la Chine veut travailler avec nous, ils n'ont qu'à faire par tous les moyens pour respecter nos intérêts, tout comme la Russie. C'est pour ça que moi je parle, je l'ai dit la fois dernière, nous entrons dans un monde multipolaire, bien entendu, mais aussi il faut une politique de multi-alignement. On peut travailler avec les Chinois, travailler avec les Américains, travailler avec les Turcs, travailler avec tout le monde. Mais maintenant, c'est à nous de définir nos propres intérêts, les intérêts congolais, et d'avoir
la volonté de puissance. Nos élites n'ont pas la volonté de puissance. Ils voient petit, avoir 5 maisons, 10 maisons en étage, des véhicules, avoir l'argent de compte banque. Il faut que notre élite, classe politique, comprenne, quand on est à la tête du Congo, c'est pour gérer toute l'Afrique centrale et permettre à l'Afrique de devenir une puissance. Donc, il faut avoir la volonté de puissance. Et ça, il faut l'inculquer dans la tête de chaque élite congolaise, qu'elle soit politique, qu'elle soit intellectuelle ou bien religieuse. Voilà. Monsieur Apouyou, est-ce qu'au Congo, sur toutes les collines dites inspirées, chez les chercheurs que vous êtes, les instruits, les intellos, même dans la classe politique, est-ce que nous pensons déjà ce que nous devons être demain? Ou c'est les intérêts personnels qui nous intéressent avec les fameuses élections? Aujourd'hui, à regarder les décors, en tout cas, les hommes politiques pensent plus à réfléchir sur leur conservation ou leur accession au pouvoir, mais ils s'interrogent moins sur ce que doit être le Congo demain. Ça, c'est les tableaux. Mais j'aimerais faire un petit commentaire avant de me replonger sur le vif du sujet. La Russie et la Chine. Monsieur Freddy, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une démarcation entre les deux puissances quant à leur mode opératoire. La Chine est plus sur l'aspect affairiste, voyez-vous, sur le marché, sur l'économie. Mais cette façon de faire n'a pas permis à l'Occident d'avoir le recul sur certains États africains. La Russie, quant à lui ou quant à elle, elle exploite plus le terrain de la contrainte. En d'autres termes, la Russie parle avec l'Occident son langage, parce que l'Occident n'attend que le langage de la force. Ça, c'est l'Occident. Je tiens à vous rappeler, peut-être que sans la Russie, on n'aurait pas, n'est-ce pas, ces 20 nouveaux qui souffrent à l'Afrique de l'Ouest. Sans la Russie. Voyez-vous? Donc la Russie est impliquée dans ces coups de farce. Mais c'est une évidence. Voyez-vous? Certainement, il faut simplement comprendre que peut-être les deux puissances ont différentes approches. L'un est plus sur le terrain économique et l'autre est sur le terrain opérationnel. Voyez-vous? Et l'Occident, n'écoutant fondamentalement que la loi de la force, fait en sorte que les rapports de force puissent changer en Afrique. Peut-être c'était une petite précision. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, Monsieur Lumbala, il faut comprendre que notre pays, nous avons la vocation de sauver tout un continent. Et si nous voulons changer tout un continent, nous devons avoir une vision politique claire. C'est ça le problème avec le système que nous avons actuellement. Des hommes aussi. C'est ce que j'ai dit. Loin des places, dans des palais, des hommes qui réfléchissent et mettent à la disposition des dirigeants, c'est ça le comble. Des dirigeants des institutions, des réflexions et des recommandations pour que nous soyons grands. C'est pas que tout le monde doit être au palais. C'est ça le comble. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous avez un dirigeant visionnaire, il a déjà une vision. L'exemple de Poutine, c'est un visionnaire. Il a voulu faire le monde d'après sa vision. Il associe les intellectuels pour matérialiser cette vision. Mais lorsque, je ne parle pas du président actuel ni du président sortant, je parle d'un système, n'est-ce pas, depuis 60 jusqu'à ce jour, où vous trouvez des hommes politiques qui ne jurent qu'à conserver leur pouvoir ou à accéder au pouvoir, sans faire une projection en termes de ce que doit devenir l'État. Ça pose un problème, monsieur Lumbala. Et lorsque vous nagez dans ces courants libéraux, n'est-ce pas, avec une démocratie qui sème la pagaille, en réalité, ça devient difficile de concevoir un État fort, monsieur Lumbala. Est-ce que nous avons besoin, comme État, de tous ces vocabulaires qu'on utilise à la longueur de journée, où on a besoin de fonder un État fort, capable de sécuriser les citoyens et leurs biens, un État capable de se faire respecter sur la scène internationale? Nous parlons de BRICS. Mais pour faire partie de BRICS, ce sont des États qui ont fait preuve de certaines performances économiques. Vous pouvez vous imaginer, quand on parle de pays, par exemple, arabes, ce sont des pays, fondamentalement, qui ont comme ressource, c'est le pétrole. Voyez-vous? Mais lorsque vous regardez le Congo, vous savez qu'à l'Équateur, n'est-ce pas, nous avons considérablement de pétrole, en termes de gisement. Voyez-vous? Et d'ailleurs, certaines études, le professeur ne va pas me contredire, démontrent noir sur blanc que si on se mettait à exploiter le pétrole qui se trouve à l'Équateur,
l'Équateur étant la cuvette, même la Libye peut souffrir en termes de potentialité de production de notre pétrole. Mais il n'y a aucune vision, en fait, en termes de construction d'une économie forte et diversifiée. Il n'y en a pas. Nous passons tout notre temps à nous poser des questions futiles, à nous quereller, mais entre-temps, le grand enjeu, n'est-ce pas, qui nécessite notre attention, n'est-ce pas, se déroule et ça passe. On parle du Premier ministre qui avait pris part aux assises. Mais le Premier ministre était là. Oui, il était là. Et après, il est reparti. Voyez-vous? Mais est-ce que le Congo, c'est un pays qui doit être là et reparti? Enfin, si c'est votre Congo, oui. Mais en tout cas, ce n'est pas le Congo de notre génération. Moi, j'estime que le Congo, c'est un État central qui doit donner l'impulsion à travers des grandes idées, à travers des grandes orientations. Et cela n'est possible qu'en lavant l'actuel système, un système basé sur l'impunité. Je précise, ce n'est pas un débat politique pour s'attaquer à un individu, il ne s'agit pas d'un régime, c'est un système depuis des décennies, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas espérer apporter une nouvelle civilisation, un nouvel ordre social et politique, tout en conservant ce système politique, tout en conservant ce système de prédation, M. Lumbala. Donc, il faut qu'il y ait un travail de fond, il faut qu'il y ait un courage politique exceptionnel, prendre des mesures qui s'imposent pour construire enfin une hégémonie congolaise digne de ses noms. L'élite scientifique, des chercheurs et autres peuvent faire des propositions, mais le dirigeant politique, c'est à lui que revient les derniers mots. Est-ce que c'est le moment, par exemple, de se mettre sur les dos ces lions avec des ailes, je parle bien de puissance anglo-saxonne, britannique et américaine? Vous voyez déjà les symboles devant le bâtiment de l'ONU sur la première rue à Manhattan, à New York. Vous comprenez déjà? Est-ce que c'est le moment de se mettre sur son dos cette civilisation finissante, et aussi en train, Kayumwa l'a dit, en train de préparer des stratégies de pouvoir se maintenir l'Afrique sous la domination et le monde? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ce temps de recul n'est-il pas important pour nous, M. Kayumwa? C'est là que l'intelligence des intellectuels doit être sollicitée, Fabien. Et donc, si nous croisons le bras sans faire quelque chose, nous continuerons à être des vassaux c'est pas moi, ça peut être des occidentaux, des orientaux et autres. Parce que il n'y a que nous qui pouvons nous faire respecter et avancer un discours pour que les autres nous respectent. Le contexte actuel de la société congolaise est dû à quoi? Est dû à un logiciel mental qui n'est pas efficace. Et donc la façon de penser, la façon de voir les choses, la façon de concevoir la société congolaise par la population. Donc il faut travailler, il faut un travail de fond pour réformer ce qu'il y a dans les têtes du Congolais. Et moi j'ai dit... Cette population... Oui. Mais c'est une population qui a une élite. Ce n'est pas la population qui dirige. Effectivement, c'est là où je voulais arriver. Cette population est limitée à un moment donné par la connaissance de certaines choses. Au niveau de l'élite congolaise, il y a deux grands problèmes. Le premier, c'est que cette élite a été malheureusement beaucoup travaillée par la religion, de telle sorte qu'au-delà du discours religieux, on ne sait pas voir et concevoir autre chose. Donc si l'élite n'est pas trop penchée vers la religion et il ne sait pas pousser des raisonnements qui vont au-delà des conceptions religieuses, c'est soit on est dans les sciences occultes et les sciences occultes qui sont dirigées par les occidentaux. Et donc les deux systèmes bloquent les logiciels des Congolais. Et ces deux systèmes et le système éducatif, on venait tout de suite là de lancer les réformes avec la Banque mondiale. J'étais en train d'observer personnellement. Le gouvernement congolais voulait lancer les réformes. Et la Banque mondiale s'est précipitée. Parce qu'on sait que quand on lance des réformes et que ces réformes réussissent, ça ne sera pas pour rester soumis à la logique de voir les choses des Occidentaux. C'est pourquoi la Banque mondiale et le FMI se précipitent toujours pour financer les réformes. Il y a des moments où on discutait, parce que j'étais dans un comité
de réformes. Hein. On posait des questions, on dit ça ne se fait pas. C'est quelque chose qui a été planifié, on contourne, on avance. J'ai discuté même avec une Sénégalaise sur ces questions-là. L'autre aspect, c'est ce que je venais de dire, la plupart de nos intellectuels sont dans des sciences occultes. Qui dirige ces sciences occultes? Ce sont des Occidentaux, donc, la plupart sont connectés. Ce sont des prisonniers, donc, ces instruments, ce sont des prisonniers spirituels de l'Occident, parce qu'embrigadés dans ces loges, dans ces cercles. Voilà ce qui se passe au Gabon. Oui, ils reçoivent des injonctions quand même. Donc comment voulez-vous être libre et libérer l'Afrique lorsque vous êtes prisonnier spirituel de l'Occident? Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire sur le plan religieux? Je l'ai toujours dit, je le dirai encore ici, la solution est simple. Comme par exemple au Vatican, on vient de lancer cette opportunité, il faut que les cardinals en Bongo se mettent un jour d'accord avec le président de la République. Ce n'est pas quelque chose d'aller chercher des solutions ailleurs. On ne peut pas diriger un pays, on ne peut pas réussir à développer un pays si une personne comme le cardinal de l'Église catholique et le président ne parlent pas le même langage. Si le cardinal croit qu'il faut rester sous l'autorité du Vatican pour qu'il continue à être beaucoup plus efficace, qu'il voit ce qui se passe en Amérique latine. Il y a de ces cardinaux, de ces évêques qui ont dit « je ne serai pas soumis, je travaille avec celui qui est là dans le domaine politique pour penser, pour lancer un nouveau logiciel qui va développer ». Je suis arrivé en Espagne, Fabien, quand il y avait un débat sur la présence ou non des croix dans les écoles publiques. On était en train de les retirer. C'était au moment où le gouvernement de Zapatero était en train de dire. Pourquoi? Parce que les Espagnols s'étaient rendus compte qu'ils étaient à la quai des pays de l'Union européenne. Il y a des débats terribles qu'on avait suivis. Et donc, ces pays ne peuvent jamais avancer si le président de la République et les cardinaux ne se mettent pas. Et la Cinco d'ailleurs. Le gouvernement, la Cinco, décide un jour de se mettre d'accord pour dire on lance un programme, par exemple, de l'éducation. C'est pourquoi le Brésil est là où il est. Parce qu'à un certain moment, le président brésilien et l'Église catholique s'étaient mis d'accord. Aujourd'hui, quand vous posez la question sur la question éducative en République démocratique du Congo, on va vous dire, sans contredire, que 70% des écoles sont tenues par les catholiques. Mais quand on pose la question du bilan, on dit le bilan, il est négatif parce que la société elle est telle qu'elle est. Est-ce que l'Église est prête à assumer ce bilan négatif qu'il y a? L'Église ne veut pas assumer et il dit non, c'est l'État qui est responsable. Comment voulez-vous être responsable de 70% des écoles et quand il est question d'assumer le bilan, vous ne savez pas assumer le bilan? Voilà, on quitte un peu le Congo, on monte en Afrique de l'Ouest. Au-delà de ces capitaines colonels avec leur coup d'État et l'euphorie, le peuple dans la rue, les Français partaient, l'ONU partait, c'est une bonne chose, le peuple s'assume. Mais vous voyez ces gens qui arrivent aux affaires pour 3 ans, organiser les élections, rendre au pouvoir aux civils, quand vous le regardez, au-delà de ce qu'ils récitent qu'ils ont eu à l'école, est-ce que ce sont des gens sur qui l'Afrique doit compter? Caillou-moi. Il y a, à mon avis, il y a quelques cas. Je ne sais pas exactement ce qui se passe au Niger, mais je vais parler un peu du cas burkinabé et du cas malien. Oui, ce sont des jeunes gens qui récitent, comme vous venez de le dire, mais attention, derrière ces jeunes gens, il y a un bloc d'intellectuels qui s'est constitué. C'est là où la question est extrêmement essentielle. Donc, il y a un jeune homme charismatique qui est là. Et ce jeune homme charismatique, s'il a un oreille attentif envers les intellectuels qui sont derrière lui, les choses peuvent marcher. Mais le maître, le décideur, le maître, c'est le Kremlin, non? Bien évidemment. Soit à travers son bras séculier, donc le Wagner, n'est-ce pas? Donc son sous-traitant Wagner, soit c'est par la voie officielle. Bien évidemment, il y a derrière le Kremlin. Mais il faut comprendre que quand on est dans une dynamique de changement, ceux qui sont les premiers à prendre l'opportunité qui est présentée, ils réussissent à s'en sortir sans problème. Et donc, ce que la Russie peut faire devant le mouvement qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest, c'est que les 3-4 premiers États qui ont accepté de jouer son jeu, ils peuvent les accompagner pour qu'ils réussissent.
Mais les autres qui peuvent venir après, ceux-là, ils vont devenir les esclaves peut-être de la Russie. Donc c'est là qu'avoir de l'intelligence sur la scène internationale est extrêmement important. Et il faut avoir une élite qui a la capacité de faire des analyses pour dire cette occasion, on saute sur elle, et cette autre, elle est dangereuse, on ne sait pas sauter. Freddy Moulumba, je crois qu'il ne faut pas beaucoup attendre des réformes des institutions de Bretton Woods dictées par le démocrate à la Maison-Blanche, encore moins ces réformes séductrices au Vatican, parce qu'on sait que les jeux restent les mêmes et les joueurs sont bien connus. Alors, nous allons maintenant commencer à faire des propositions pour être grands, pour nous en sortir et tenir la tête. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais apparemment, c'est l'homme qui fait défaut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le système éducatif ne peut pas changer les choses par baguette magique. Il n'y a que la seule réforme qui tient. La première année, deuxième CO sont appelés 7e et 8e. Les restes, c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Oui, moi j'ai toujours dit qu'il faut tirer les leçons de l'histoire et lire l'histoire avant de prendre position. Je pense que, pour répondre à notre ami, la Russie est là, il soutient des gouvernements, des coups d'État, c'est bien beau. Il faut regarder derrière. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'Union soviétique avait soutenu l'Angola? Ce n'est pas l'Union soviétique qui a gagné la guerre, l'Angola, c'est le Cuba. Cuba, c'était, je dirais un peu, les clients de l'Union soviétique. Il y avait une entente entre grandes puissances, entre l'Amérique et l'Union soviétique. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Quand Castro, qui avait notre vision sur l'Afrique, a vu qu'il y avait une certaine complicité entre l'Union soviétique et l'Amérique, il a décidé seul à envoyer en Angola 400 000 militaires avec toutes les armes que l'Union soviétique avait confiées à Castro. Ils sont descendus en Angola et Castro a commencé à diriger la guerre à partir de la Havane. Voilà comment l'Angola a gagné la guerre. Ce n'est pas l'Union soviétique. Ça signifie qu'il faut se méfier des grandes puissances. Il faut se méfier. Ils peuvent faire des affaires, s'ils trouvent que vous êtes idiot, on peut vous recoloniser. Et quand je parle de ça aussi, il faut voir le cas de la Chine. Vous savez que la Chine a donné, les pays africains sont endettés, donc des dettes publiques au niveau de la Chine. Mais pour rembourser, ça devient un problème. La Chine... C'est ainsi que l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda, les banques chinoises l'ont récupéré. Ont récupéré la gestion parce que l'Ouganda n'a pas remboursé. Oui. Les gens, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Pour que les gens soient prudents. La Chine, actuellement, elle est observatrice des Clubs de Paris. Le Club de Paris, c'est quoi? C'est une organisation de créanciers publics. Et pour maintenant que la Chine, donc, il y a déjà un débat entre les Chinois et l'Occident sur les remboursements de la dette. Vous savez, la Chine, pour l'Afrique, 40% des dettes, ça c'est le chiffre de 2020, donc la dette africaine auprès de l'extérieur, 40% est chinois et 60% c'est Occident. C'est là que je dis, il faut faire appel à l'histoire pour qu'on ne tombe pas dans un piège. La Chine n'a pas intérêt à perdre son argent quand ça ne marche pas, tout comme l'Amérique, tout comme l'Occident. Ils auront quand même à un moment donné, ils vont s'entendre sur notre dos. Un cas historique, c'est, je pense, l'Égypte et le Maroc. Les Maroc se sont endettés. Comme ils étaient venus incapables de rembourser, on a occupé le Maroc, on a occupé l'Égypte, bien la Tunisie. C'est comme ça que ces pays sont devenus des colonies. Qu'on n'oublie pas. Ce qui se passe ici, c'est le nouveau partage de l'Afrique. Il faut que nos élites soient très prudentes. On est content parce que la Chine vient, on est content parce que la Russie vient, tout comme l'Amérique. Tous ces gens se battent pour leurs propres intérêts. C'est une compétition en grande puissance. On est en train de reconfigurer la carte du monde, la carte de l'Afrique. Il y aura des États qui vont disparaître. Des États qui ne sont pas viables. Comme il s'était partagé justement le monde et surtout l'Allemagne après la débâcle du nazi à Yalta, Roosevelt, Joseph Staline et Churchill. Ils ont passé pratiquement 2 semaines à Yalta. C'est pour dire que
quand il y a un nouvel ordre qui émerge, il y a de nouvelles puissances qui émergent, on reconfigure les frontières. Les cas de l'Afrique, il y a des États qui vont disparaître. Des États qui ne sont pas viables. Un petit État comme le Rwanda, comme l'Ouganda, ça va disparaître. Pardon, comme le Burundi, ça va disparaître. Sur le plan économique, ils ne sont pas viables. On les utilisait pour venir piller au Congo. Mais nous avons la chance unique d'avoir d'abord la taille, d'avoir les richesses, d'avoir une population. Notre problème, c'est une classe politique qui n'a aucune vision de grandeur, aucune vision de puissance. Le monde est en train de se reconstruire. Il faut de nouvelles élites avec de nouveaux paradigmes. Si il faut aussi des scientifiques de renom. Mais quand vous voyez les scientifiques, leur débat se limite à, ici, ma part est là, Moussuinanga et Zaliao, des grands scientifiques. Dans les chaînes de télévision, ils sont dans les débats des intérêts, des intérêts égoïstes. La science est réduite à leurs intérêts égoïstes. Alors, le prof a bien expliqué. Notre système éducatif produit des bandits et des voleurs. On ne produit pas des élites capables de rendre notre peuple heureux. Et si nous voulons changer la société, changer le Congo, changeons aussi l'éducation. Parce que ce sont ces gens conformes qui vont gérer l'État. Mais quand vous formez des bandits, des voleurs et des tricheurs, vous voulez avoir quoi? Un pays tel qu'il est là. On ne vole que des millions, jamais $1000. Et personne n'est arrêté. Donc c'est un débat de fond pour notre survie. Et pour l'avenir de nos enfants, il faut y penser. Ceux qui sont arrêtés sont purifiés. On coupe la queue, il n'y a aucun souci. Bon Gunda, l'espoir est-il permis? Vous dites que votre Congo, le Congo de cette génération, ou la RDC de cette génération, ce n'est pas une RDC qui doit fléchir. Et là, c'est une évidence, monsieur Lumbala. Vous savez, l'homme peut se donner la peine de vouloir contrôler le soleil, et il peut arriver même à contrôler le soleil. Mais l'homme ne peut jamais contrôler la lune. C'est pour dire que, au-delà de tout ce qu'on peut lire, il y a des choses qui doivent se passer parce que elles doivent être ainsi. C'est une parenthèse. En fait, quand on parle de coup d'État en Afrique, excusez, monsieur Lumbala, est-ce qu'on ne peut pas quand vous prenez des gens comme Sankara, est-ce qu'on ne peut s'il pas, vous plaît, juste 30 secondes, passer... Vous prenez un homme comme Sankara. Sankara n'a jamais été élu. Kadhafi n'a jamais été élu. Mais quand vous devez citer le nom des dirigeants africains dignes qui ont imprimé une certaine capacité de surmonter et de faire le sursaut en termes de mobilisation de leur peuple, en termes d'amélioration des conditions de vie de leur peuple, vous citez les deux. Avant d'être achevé, Sankara a démontré aussi beaucoup de limites. Beaucoup de limites, il s'était soufflé comme leader charismatique, politique. Naturellement, parce que... l'inspiration n'y était plus. Naturellement, parce qu'il était entouré, n'est-ce pas, d'un système qui ne lui permettait plus de dégager ses atouts. Vous aviez suivi son documentaire, on ne va pas revenir. Et puis, Sankara n'est pas à comparer avec cette génération de capitaines et colonels qui viennent de faire le coup d'État. Rien, pas de commune mesure. Excusez-moi. En fait, là, c'est à discuter, M. Lumbala. Oui. Mais bref, j'aimerais juste ne pas gober ces discours occidentaux, en fait, qui consistent à vilipender, n'est-ce pas, les différents Africains qui ont pris l'initiative à l'Afrique de l'Ouest. En fait, c'est une autre approche que nous essayons d'imprimer. Voilà. Le professeur on revient quand même à ce qu'il a soulevé. Oui. Comment faire changer les choses avec une élite formée à l'occidental? Les réformes sont financées par soit la Banque mondiale, le FMI, soit la coopération technique belge, soit la coopération allemande. Avec un contenu que vous connaissez. Monsieur Apouyou, comment on va faire changer les choses? Avec ces mêmes élèves formés, vous suivez à Longinaye, on est à la période de Longinaye, avec la poudre. Demain, au mois d'octobre, ils seront à l'université. Même syllabus, même contenu. Et après, c'est la société. Vous le verrez en politique, vous le verrez dans tous les domaines de la vie. Finalement, c'est un cycle infernal. Oui, un cycle infernal, malheureusement, dont l'élite, n'est-ce pas, pour ses intérêts, complets à maintenir le statu quo. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Il faut cibler les priorités. Et à notre avis, il y en a 5. En fait, vous avez la politique. Vous avez l'éducation.
vous avez la sécurité, vous avez la justice et vous avez l'économie. En fait, ces 5 piliers constituent les fondements de toute société qui veut se construire une identité ou une capacité d'hégémonie ou de respect sur la scène internationale. Voyez-vous, si nous voulons réellement à ce que nous puissions imprimer le respect dans la scène internationale, nous devons plus donner notre attention sur ces 5 aspects de choses. Sur le plan politique, ça signifie concrètement quoi? Ça signifie que nous devons avoir un système politique capable de répondre à nos réalités endogènes. On n'a pas besoin de gober les théories et doctrines politiques importées d'ailleurs. Nous devons questionner notre société et, en fonction de nos réalités, dégager un système à travers une forme de l'État capable, n'est-ce pas, de nous permettre d'émerger, à travers un système électoral capable d'atténuer les tensions sur le plan politique, sur le plan interne, etc. Sur le plan économique, nous devons être capables de dégager une politique économique nationale indépendamment des fractions politiques, avec des priorités bien déterminées. Sur le plan juridique, M. Lumbala, vous savez qu'aujourd'hui nous sommes de la famille juridique romano-germanique, pour ceux qui ont fait le droit. Nous sommes de la famille juridique romano-germanique. Ça signifie en d'autres termes que le droit que nous appliquons, moi je viens de l'intérieur du pays, le droit que nous appliquons ici à Kinshasa avec des toges, n'est-ce pas, que nos avocats mettent, n'est-ce pas, ce n'est pas un droit appliqué dans les fins fonds de nos sociétés. Nos sociétés dépendent fondamentalement de ce qu'on appelle le droit coutumier. Et donc, si nous voulons avoir un nouveau Congo, nous devons réfléchir sur comment mélanger les droits dits positifs occidental avec le droit coutumier pour avoir un point d'uniformité. Un droit coutumier qui a de la sagesse. Qui a de la sagesse. Comme celle de Salomon. Voilà. Oui. Vous ne trouvez pas de corruption. Mais ici, vous trouvez des gens, professeurs d'université, qui peuvent se corrompre une fois qu'ils accèdent à des postes d'État. En fait, c'est l'ensemble de tous ces questionnements qui nous poussent à dire qu'il y a un travail de fond, mais à travers des priorités. Sur le plan sécuritaire, nous devons être à mesure de produire un système de sécurité capable de répondre à notre sécurité comme peuple. Parce que nous sommes exposés, en fait. J'aimerais bien chuter par là. On a tendance de lire tous les auteurs. Mais j'ai pris, pour moi c'est une chance, de lire Simon Kimbangu, qui a parlé d'un risque imminent qui guette la disparition de notre race. Et moi, personnellement, quand je parle de questions sécuritaires, et vous voyez ce qui se passe à l'est du pays, où on est en train de tuer les Bantous pour les remplacer par des Nilotiques, vous constatez réellement que la race, n'est-ce pas, pose problème. Nous devons nous battre pour conserver notre race. Peut-être on peut trouver que c'est une blague, n'est-ce pas? Mais on peut assister à l'effacement, pour ne pas dire à l'élimination systématique de notre race. Et sur le plan sécuritaire, nous devons tout faire pour avoir un système de sécurité capable de nous protéger et protéger tout un continent. Et voilà, et surtout... l'ensemble de ces éléments forment ce que nous appelons le Penta-Congo, c'est-à-dire les 5 clés du développement du Congo. Penta-Congo. Donc le 5, hein, Penta, c'est un néologisme. Oui, un néologisme. Le Penta-Congo. En fait, c'est sur base de ces 5 éléments qu'on peut lancer un programme global de développement avec une restriction de liberté politique. On ne construit pas une puissance avec un libertinage. Ça ne marche pas. Voilà. Et puis, au-delà de ça, on ne doit pas se laisser entraîner, dominer par des petits diplomates ou grands ici à Kinshasa qui sont consultés même pour des sujets de souveraineté. Et puis, ils ont toujours un mot à dire avec des petites ONG ou grandes, avec des points de presse, et après un financement de l'Union européenne ou américain. C'est très important ce que vous venez de dire, M. Apoyou. Vous avez résumé votre Penta-Congo en politique, l'éducation, la sécurité, la justice et l'économie. Nous avons une réaction importante du professeur Huit Mulongo, qui sort d'un temps de faiblesse. Maintenant, il reprend sa vigueur. Il dit bravo à son ami Freddy Mulumba, qu'il est en train de suivre avec bonheur sur Télé 50. Il en profite pour également saluer le travail que nous faisons et le courage que nous avons à travers ce magazine pour dire des choses. Prompte guérison, professeur Huit Mulongo, et merci pour vos encouragements. Je sais que pour manger l'omelette, il faut casser l'œuf et avoir le contenu. C'est très important. Nous ne disons pas que ce régime actuel est en train, à la base du malheur, c'est le système, vous l'avez insisté, le système, il faut le changer.
c'est pas seulement changer les individus. Les individus viennent de Malueka, ils viennent de Kabe-Kamwanga, ils viennent de Njokopunda, ils viennent de Kolwezi, ils viennent de Kasumbalesa. Ce ne sont pas des anges. Ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs vertus. Comme tout sacrificateur, la Bible le dit, mais nous devons penser ce que nous devons faire pour être grands. Nous ne méritons pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la fin. Vous avez un petit mot, professeur Kayimoa, votre conclusion. C'est un mot qui va dans le sens de dire que chacun d'entre nous se sent responsable de la grande tâche de relever les défis du développement de ce grand et beau pays. Freddy, votre mot de la fin? Oui, j'ai dit qu'il faut profiter de cette deuxième indépendance que le peuple congolais récupère ses richesses pour son bonheur. Merci Freddy Mulumba Kabwayi, merci Bruno Kayimoa, merci Apouyou Bongunda, Norbert Yamba, le panafricaniste, lui, aucun signe de vie peut être pris, mais nous n'avons eu aucune réaction. Contraire, nous disons qu'il était empêché. Voilà. Le plateau a été donc là, sans un seul invité, mais il a été riche. Sachez une chose, le lion est en train de finir son règne. Le lion avec les ailes. La culture ou la domination anglo-saxonne est en train de céder la place à l'ours. Maintenant, il faut le savoir. Nous sommes encore faibles. Mais en attendant, nous devons faire les yeux doux à l'ours. C'est son temps. La Russie et ses alliés. On peut ne pas le reconnaître, mais les choses ne seront plus les mêmes. N'acceptez plus l'homosexualité et toutes ces valeurs entre guillemets qu'on vient de vous imposer. Il n'y a plus rien là-bas. Alors, assumons-nous maintenant. Après l'ours, avec la Russie, ce sera nous, l'Afrique. Les léopards va revenir. Après les léopards, ça sera donc l'antichrist, le monstre à plusieurs têtes. Et là, nous ne serons plus là. C'est Daniel qui l'a dit dans la Bible, chapitre 7, verset 7. Lisez. Lisez quand même. Les choses ont déjà changé. Bonsoir.